Monsieur le maire adjoint Franck Hano pour Madame Martine Aubry, maire de Lille, Madame la conseillère régionale Irène Pessel pour Monsieur le président de la région des Hauts-de-France, Monsieur Xavier Bertrand, Monsieur le président de la communauté juive, Madame Noémie Mada, chère présidente de l'UEJF, Monsieur Rigaud, correspondant du mémorial de la Shoah pour les Hauts-de-France, Madame, Monsieur. En janvier 2020, dans le cadre des commémorations organisées pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par la mairie de Lille et la Neige, nous avons rencontré avec l'UEJF Lille Madame Lili Léniel, rescapée des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen et témoin depuis de nombreuses années. Lors de ces commémorations, nous avons découvert son histoire, celle d'une enfant juive du Nord-Pas-de-Calais. Cette histoire, c'est son histoire et celle de tous les juifs du Nord-Pas-de-Calais. Cette histoire, nous ne la connaissions pas. Cette histoire est méconnue à l'échelle nationale et aussi peu connue dans notre région. Comme dans d'autres régions françaises, l'histoire de la Shoah de ces régions disparaît au fur et à mesure que les témoins disparaissent aussi. Dès notre rencontre avec Madame Léniel, nous avons cherché un moyen de transmettre cette mémoire. Madame Léniel nous a alors proposé de l'accompagner dans le cadre du 75e anniversaire de la libération des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. Nous avons alors décidé d'organiser avec le bureau de l'UEJF Lille un voyage de la mémoire sur les traces des déportés du Nord-Pas-de-Calais. Nous devions aller à Los, ville à côté de Lille, au mémorial du train de Los. Et avec nos amis belges et de l'UEJB, j'en profite pour saluer M. Gutmann, président de l'UEJB, présent avec nous ce soir, nous devions aller à la prison Saint-Gilles de Bruxelles, au camp d'internement de Malines en Belgique et dans les camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui lieux de mémoire, sont inconnus pour nombre de nos compatriotes. Ce voyage était l'occasion de les faire connaître au plus grand nombre. Malheureusement, avec cette situation sanitaire que plus personne n'ignore, le voyage n'a pas pu se faire. Et nous avons dès lors dû repenser avec le coronavirus comment transmettre cette mémoire. J'en profite pour saluer Madame Léniel, qui voulait être parmi nous ce soir, mais à cause du coronavirus et de son âge avancé, il était plus préférable pour elle de rester chez elle. Ainsi que Paulette Touzard, présidente de la Neige, fervente militante, qui aurait souhaité elle aussi être parmi nous ce soir. Nous avons alors pensé cette conférence, avec tout le bureau de l'UEJF et tous les militants, avec le soutien du bureau national, qui, avec l'ensemble des militants de l'UEJF, effectue un travail de mémoire chaque jour de l'année et lutte dans toutes les universités de France contre le négationnisme. J'en profite pour remercier nos 3 conférenciers qui nous ont aidés à mettre en place le programme de cette conférence pour répondre au mieux à nos attentes et nous aider à réaliser ce travail de mémoire. La conférence d'aujourd'hui a un double objectif. Tout d'abord, rendre hommage et continuer le travail extraordinaire de Lili Léniel et lui permettre, comme le dit Élie Buzyn, de permettre à tous ceux à qui elle transfère sa mémoire de devenir le témoin du témoin qu'elle est. Puis, c'est faire connaître à la France entière, à travers le Facebook Live et les médias qui nous ont interviewés, et aux habitants du Nord, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il me semble important que chacun puisse se rendre compte que la Shoah a aussi eu lieu dans leur région, peut-être même dans leur ville, peut-être même dans leur rue, ou qui sait, même dans leur immeuble. Et cela afin que chacun puisse s'approprier la Shoah. Car comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres, comprendre que plus jamais ça, ce n'est pas seulement des mots, mais surtout un engagement militant pour nous et pour les autres. Nous allons maintenant commencer la conférence, donc celle-ci durera approximativement 1h20, puis il y aura une partie où vous pourrez poser vos questions. Je vous remercie. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, merci. Alors je voudrais saluer tout d'abord l'initiative de l'UEJF et le dynamisme de la section lilloise, incarnée par son président Yuval Waknin. Et je voudrais également d'emblée remercier la municipalité d'avoir mis cette salle à disposition pour organiser cette conférence. Alors, avant d'entrer directement dans le vif du sujet et de comprendre finalement comment la Shoah a été mise en œuvre dans notre région, c'est-à-dire les départements du Nord et du Pas-de-Calais, il est nécessaire, me semble-t-il, de commencer
commencer cette conférence par un état des lieux, par une présentation de la situation des populations juives à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et par rapport à l'histoire multiséculaire de l'histoire des Juifs en France, la présence juive dans le Nord-Pas-de-Calais est un phénomène assez récent, puisqu'elle remonte au XVIIIe siècle, à la période révolutionnaire, à la période napoléonienne. C'est durant ce tournant entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle que se forment dans notre région les premières judaïcités, pour reprendre la terminologie d'Albert Memmi, c'est-à-dire en fait les premiers groupes juifs essentiellement dans le secteur de Dunkerque. Ce sont des marchands colporteurs qui, suivant les troupes révolutionnaires, notamment la bataille d'Onscott, finissent par s'installer, se sédentariser et finissent par fonder des familles, et également dans le secteur de Lille. Et donc le XIXe siècle, d'un point de vue démographique, eh bien, c'est le siècle de l'épanouissement des populations juives, avec également de nouvelles judaïcités qui apparaissent notamment à Valenciennes. Je vous renvoie ici aux travaux de Daniel Delmer, également au niveau de la zone littorale à Boulogne. Et puis surtout d'un point de vue communautaire, alors, le mot communauté ici au sens culturel, au sens religieux, d'un point de vue donc religieux, le XIXe siècle, c'est bien évidemment le siècle de la mise en place du système consistorial qui a été imposé par Napoléon pour organiser le culte israélite, pour reprendre la terminologie qui est alors en vigueur. Et donc, au niveau régional, eh bien, cela correspond à la naissance des communautés et à la mise en place des structures communautaires, c'est-à-dire l'acquisition de lieux de culte. On peut rappeler ici que la communauté juive de Lille s'apprête à célébrer le 130e anniversaire de sa synagogue, qui a subi des travaux importants. Et vous avez ici une carte postale justement montrant cette synagogue qui se trouve rue Augustin-Angelier. Et l'acquisition également, parmi les structures communautaires, l'acquisition des cimetières. Alors, je vais avancer un petit peu, parce que c'est quand même pas l'objet principal de la conférence, mais donc au début du XXe siècle, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, eh bien, ces communautés religieuses subissent des transformations importantes, puisqu'elles vont s'adapter et former des associations cultuelles israélites. D'ailleurs, à cette occasion, il y a des inventaires qui sont réalisés et qui sont très précieux pour les historiens, puisqu'il y a des descriptions très précises des lieux de culte, et cela nous permet eh bien, de mieux comprendre le fonctionnement de ces communautés et surtout comment elles ont pu s'adapter à cette loi qui a quand même bouleversé l'organisation de ces groupes religieux dans la région. La Première Guerre mondiale est aussi une épreuve pour les communautés religieuses des communautés juives du Nord-Pas-de-Calais, avec des fortunes diverses entre celles qui se trouvent dans des zones qui sont occupées par l'armée allemande, et puis les communautés de Dunkerque et de Boulogne qui, elles, ne sont pas occupées, mais se trouvent à proximité de la zone de combat, et sont amenées également à accueillir des soldats étrangers, juifs. Et donc là aussi, et de façon même paradoxale, on assiste à un certain dynamisme communautaire pendant la guerre 14-18. J'ai eu l'occasion d'écrire un article sur l'histoire des communautés juives de notre région pendant la guerre 14-18. On arrive donc à l'entre-deux-guerres et à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alors selon les travaux de Daniel Delmer, la population juive, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans notre région, elle peut être estimée à environ 4000 personnes. Sur une population juive en France d'environ 300 000 personnes, dont la moitié sont des étrangers. Et donc, au niveau régional, on retrouve ici finalement la même situation qu'à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on a une population qui est composite, formée d'individus de nationalité française, installés dans la région depuis plusieurs générations, parfaitement intégrés, voire même pour certains d'entre eux assimilés, et qui sont appelés depuis le XIXe siècle des Israélites, c'est-à-dire des citoyens français de confession juive, puisqu'avec le décret d'émancipation de 1791, eh bien, l'identité juive, la judéité, a été réduite à sa seule dimension religieuse, et les juifs ont été... Et donc, on les qualifie à partir du XIXe siècle d'Israélites. L'émancipation, la France a été le premier pays d'Europe à avoir émancipé ces juifs. Donc il y a effectivement toute une partie de ces 4000 juifs qui vivent dans la région, qui sont de nationalité française et installés là depuis de nombreuses années, voire même parfois depuis plusieurs générations. Et puis on a des juifs étrangers qui sont venus d'Europe de l'Est, essentiellement de Pologne ou d'Allemagne,
et qui ont fui les persécutions. Et donc, voilà un petit peu l'état des lieux à la veille de la guerre. On a donc à Lille et dans sa région proche environ 600 familles qui sont installées. On a d'ailleurs également une communauté religieuse à Roubaix, où il y a environ une trentaine de familles qui sont installées. On a une synagogue qui se trouvait rue des Champs, qui est en activité jusqu'en 1940. Vous avez ensuite la deuxième grande judaïcité de notre région, c'est la population juive de Lens, où on a environ 1 millier de juifs. Alors, avec une histoire tout à fait particulière, puisque d'un point de vue chronologique, c'est la dernière judaïcité à apparaître. Elle se forme dans les années 20. Elle est presque exclusivement formée de juifs étrangers et essentiellement de juifs polonais qui sont arrivés dans le secteur de Lens, attirés par la présence des mineurs polonais catholiques qui étaient là évidemment en raison des conventions qui avaient été signées entre la France et la Pologne, la France ayant besoin de main-d'œuvre pour travailler dans les mines, dans le bassin minier. Donc environ 1 millier de juifs à Lens, et puis on a ensuite des communautés de taille plus modeste. C'est le cas par exemple à Valenciennes, où on a à peu près une centaine de familles, à Boulogne, à Dunkerque, ou encore quelques familles qui sont installées à Douai, à Calais, ou encore à Berck sur le littoral. Donc voilà la situation à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque, en 1940, l'armée allemande envahit le territoire, c'est la débâcle. Je vais assez vite sur ces éléments-là, mais donc le Nord-Pas-de-Calais se retrouve très vite occupé, et il me semble important ici, pour aller à l'essentiel, et pour ne pas trop déborder du temps, de comprendre comment la politique antisémite de l'occupant s'est mise en place dans notre région. Edgar Faure, qui était membre de l'accusation française au procès de Nuremberg, avait dans son exposé sur la persécution en France distingué 2 temps. Le temps des décrets, des lois, des mesures, auquel a succédé le temps des rafles, des déportations. Il avait insisté sur justement l'importance des décrets, des lois et des mesures qui, d'une certaine façon, ont préparé le terrain qui allait permettre ensuite la mise en œuvre du processus génocidaire. De son côté, le grand historien Raoul Hilberg a souligné que la destruction des Juifs d'Europe a d'abord été un processus administratif. Il a également insisté sur le rôle essentiel joué par les administrations dans ce processus. En ce qui concerne le Nord-Pas-de-Calais, alors quelle est la situation administrative? Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont décrétés zones interdites au retour des réfugiés. Ils sont placés sous l'administration de l'OFK 670 de Lille, qui dispose d'une certaine autonomie de pouvoir, mais dépend non pas du commandement militaire allemand de Paris, mais du commandement militaire allemand de Bruxelles. Donc les départements du Nord et du Pas-de-Calais restent territoire français, mais d'un point de vue administratif, ils ne sont pas tournés vers les autorités allemandes de Paris, mais vers les autorités allemandes de Bruxelles. Donc le Nord-Pas-de-Calais, vous me permettrez ce raccourci, un Nord-Pas-de-Calais, même s'il faudrait être un peu plus rigoureux et dire les départements du Nord et du Pas-de-Calais, mais pour gagner un peu de temps. Donc le Nord-Pas-de-Calais se retrouve isolé. Et de cet isolement, de cette situation administrative particulière, eh bien, découle un arsenal législatif propre et une chronologie spécifique dans la persécution des Juifs. Dans nos 2 départements, c'est l'ordonnance de l'OFK 670 du 18 novembre 1940 qui est considérée comme étant le coup d'envoi de la politique antisémite de l'occupant. Et cette ordonnance, elle est intéressante et plusieurs enseignements peuvent être retirés, des enseignements qui vont nous permettre justement de montrer les marges de manœuvre et l'autonomie de pouvoir de l'OFK 670. Premier élément concernant cette ordonnance du 18 novembre 1940, c'est qu'on peut observer un décalage chronologique entre l'ordonnance qui est adoptée dans le Nord-Pas-de-Calais et celle adoptée
dans le reste de la zone occupée en France, c'est-à-dire adoptée par le commandement militaire de Paris, qui date du 27 septembre 1940. Et donc, parce que le Nord-Pas-de-Calais connaît cette situation particulière, il faut aussi qu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et côté belge, la première ordonnance antisémite, elle date du 28 octobre 1940. Donc déjà, il y a ce décalage chronologique qui est intéressant à souligner. Alors on pourrait d'ailleurs en conclure hâtivement que la politique antisémite y a donc été appliquée de façon un peu plus tardive. Or, une analyse un peu plus fine de la situation, notamment sur le littoral, que j'ai bien étudié, le littoral, après la débâcle, donc dès le début de l'occupation, est placé en zone rouge, de par sa proximité géographique avec l'Angleterre et en raison d'une forte concentration des troupes d'occupation. Donc c'est une zone qui vient s'ajouter à l'intérieur d'une autre zone. C'est une zone particulièrement sensible. Et donc, dans la zone littorale, des mesures visant les Juifs sont adoptées dès les premiers temps, dès les tout premiers jours de l'occupation. On a par exemple des mesures de surveillance qui sont prises dans le secteur de Dunkerque en raison de la circulation de Juifs, essentiellement venus de Belgique, qui ont fui au moment de l'invasion et qui tentent de retourner dans leur pays. Et donc, l'OFK demande aux autorités allemandes qui sont à Dunkerque de surveiller de près ces Juifs qui, évidemment, sont accusés de tous les maux et de tous les problèmes. Donc il y a des mesures de surveillance, il y a des opérations de recensement précoce. Dès le mois de juin, dès l'été 1940, il y a des recensements qui sont menés sur le littoral, notamment à Berck. Et enfin, il y a des opérations d'expulsion. Dès l'été 1940, des familles juives sont contraintes de quitter le littoral pour aller s'installer. C'est le cas par exemple des Kleiman qui doivent quitter Berck pour aller s'installer à Lille, ou des Landau, pour ne donner que cet exemple-là, la famille Landau qui va quitter donc Berck pour aller s'installer à Hénin-Liétard. Et je n'évoque pas non plus la grande opération d'expulsion qui se déroulera le 17 décembre 1940, au cours de laquelle 54 juifs qui sont arrêtés dans le Boulonnais, on va dire, Calais, Lunereux, Boulogne, et sont emmenés en train vers un centre d'internement à Troyes dans l'Aube. Donc, à l'échelle des deux départements, c'est effectivement l'ordonnance du 18 novembre 1940 qu'il faut retenir, mais en ayant en tête vraiment cette spécificité de la zone côtière. Alors, autre enseignement que l'on peut tirer de l'ordonnance du 18 novembre, c'est le contenu du texte. Cette ordonnance, finalement, n'est pas une copie conforme de l'ordonnance qui a été adoptée côté belge, ce qu'on aurait pu supposer. On aurait pu se dire, bon, finalement, étant rattaché administrativement au commandement militaire de Bruxelles, l'ordonnance antisémite appliquée dans le Nord-Pas-de-Calais sera identique à celle qui est appliquée côté belge. Or, quand on confronte les textes, on s'aperçoit que l'ordonnance est une copie conforme du texte adopté par le commandement allemand de Paris. Donc c'est là aussi où on voit une certaine souplesse. Alors, il n'y a pas de très grande différence, mais une différence par exemple sur les termes employés pour définir juridiquement le juif. Parce que c'est ça l'enjeu de cette ordonnance, c'est définir les juifs en vue de les recenser. Et donc, là, dans l'ordonnance adoptée dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont des critères davantage religieux confessionnels qui sont utilisés, alors que sur le territoire belge, ce sont davantage des critères raciaux, même si dans les deux cas, on retrouve le poids de l'ascendance. Donc lorsque cette ordonnance est mise en œuvre, comme on ne peut pas savoir qui est juif, eh bien on va leur demander de se déclarer. Ce qui est d'ailleurs totalement contraire à la tradition républicaine, puisque depuis 1872, il n'y a plus de questions portant sur l'appartenance religieuse ou l'appartenance ethnique dans les recensements de population. Ce qui fait que lorsque la politique antisémite est adoptée dans nos départements ou en France, eh bien, on n'a pas de recensement sur lesquels les autorités ne disposent pas de recensement sur lesquels ils pourraient s'appuyer pour mettre en œuvre cette politique. Donc la solution,
c'est de demander aux Juifs de se déclarer. Et donc on trouve aux archives départementales du Pas-de-Calais, c'est un matériau rare, on trouve des déclarations écrites. Parce que dans notre région, eh bien, les déclarations se faisaient à l'écrit. Ne se présentaient pas forcément au commissariat ou dans les mairies ou à la sous-préfecture. Donc ce sont souvent, quand on les lit, ces lettres, ce sont souvent de très belles lettres. Elles sont très, très touchantes, très émouvantes. Et elles sont surtout très intéressantes pour les historiens parce qu'elles permettent aussi d'analyser les termes qui sont utilisés pour se désigner. Comment se désigne-t-on comme juif? Quels sont les termes qui sont utilisés également pour désigner sa nationalité? Et donc on arrive à analyser, c'est tout le travail de Nicolas Mariot et Claire Zalck, d'analyser les marges de manœuvre qui étaient possibles et les tentatives de stratégie, mises en place pour échapper à l'identification administrative et, in fine, échapper aux persécutions. La première liste qui a été établie dans l'arrondissement de Lens, elle date du 11 décembre 1940. Il y a 203 personnes qui ont été recensées. On est donc à la mi-décembre, à la même date, on est déjà dans la zone côtière en train de préparer la grande expulsion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc les archives ont conservé toutes les listes qui ont été établies par les autorités policières et administratives à partir de la fin de l'année 1940, des listes qui sont régulièrement mises à jour, qui sont actualisées et qui, bien évidemment, au moment de la mise en œuvre de ce que les nazis appellent la solution finale, eh bien, ces documents administratifs seront utilisés à des fins policières, notamment pour organiser la grande rafle du 11 septembre 1942 dont va vous parler Monique Hébeau. Bonjour. Je remplace donc Danielle Delmer au pied levé, mais je le fais d'autant plus volontiers que je travaille étroitement avec elle et que mes sujets de recherche portent sur la rafle du 11 septembre 1942, mais également sur les autres rafles. Rudy l'a déjà évoqué, mais les rafles commencent très très tôt. Et Lily Léniel, dont on a parlé, a été raflée, elle, en octobre 1943. Et il y a encore eu d'autres rafles. Donc il y a celle du 11 septembre 1942 qui est vraiment la plus importante, la plus marquante. Mais toute la guerre a connu des rafles à l'encontre de la population juive et également à l'encontre de la population tzigane. Et ça, c'est une des spécificités du Nord-Pas-de-Calais qui est très, très peu connue. Alors, j'inscris mes travaux dans la lignée de ceux de Jacques Semelin. Jacques Semelin a travaillé sur la communauté juive qui était estimée à 300 000, 330 000 à la veille de la guerre, et il a cherché à comprendre comment les trois quarts des juifs n'ont pas été déportés, ils ont parfois été arrêtés, mais ils n'ont pas été déportés, et comment ils ont survécu. Et donc, Jacques Semelin a beaucoup travaillé sur cette forme de résistance civile, et l'un de ses ouvrages d'ailleurs s'appelle « Sans armes face à Hitler, la résistance civile en Europe, 1939-1943 ». Et moi, le travail que j'ai fait sur cette journée du 11 septembre 1942, je l'ai intitulé « Sans race, sans armes face à la rafle ». Voilà. Alors, j'ai entendu depuis le début beaucoup de chiffres, et avec beaucoup de variantes. En fait, ça s'explique parce que pour la rafle du 11 septembre 1942, il n'y a pas d'archives. Les Allemands ont vraisemblablement détruit les archives avant de partir, mais nous n'avons pas les listes exactes pour le 11 septembre 1942. Donc, il y a eu des reconstitutions au sortir de la guerre pour essayer de voir combien de personnes ont été arrêtés par nationalité, par rafle, mais on ne dispose pas de ce nombre. Alors, d'après mes estimations, on sait, je pars plutôt sur environ 600 personnes qui ont été arrêtées au petit matin du 11 septembre 1942. On sait que 513 personnes
sont arrivés à Malines par le train qui a quitté la gare de Lille-Fives. Là, on a les nombres grâce à Malines, mais il y a une grande imprécision. Donc, mais j'arrive à peu près à cette estimation de 600 personnes dont l'arrestation était programmée. Alors, Rudy l'a rappelé, la rafle du 11 septembre 1942 pour nos deux départements correspond à la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942 à Paris et la région parisienne. Mais nous étions rattachés à Bruxelles, donc la chronologie est différente. Alors, nous avons, grâce au témoignage des cheminots qui étaient actifs, qui ont opéré dans la gare de Lille-Fives, donc grâce à eux et à leur témoignage, on connaît parfaitement le déroulé de cette journée, et aussi grâce à d'autres témoins. Alors, on sait que 105 policiers ont été mobilisés pour opérer la rafle. Alors, les Allemands arrêtaient, et les policiers, les gendarmes bloquaient les quartiers. Mais les forces de police ont été prévenues la veille. Il fallait garder le secret sur cette journée, mais néanmoins, on sait que des informations ont filtré, puisqu'il y avait des policiers qui étaient dans la résistance, qui ont prévenu à la fois les responsables des communautés juives, ont prévenu des amis. Donc le sauvetage des juifs a démarré avant le 11 septembre 1942. Donc il y a vraiment des informations qui ont filtré, il y a des stratégies qui ont été mises en place. Donc ce sauvetage a démarré beaucoup plus tôt. Et ce qui est également intéressant, c'est un aspect qui n'est pas très connu, c'est qu'il y a eu ce que moi j'appelle une résistance allemande antifasciste dans le nord de la France. Et pour illustrer cette résistance antifasciste allemande, il y a un personnage qui est impressionnant. C'est le pasteur Page qui parlait d'une personnalité lumineuse. C'est le pasteur Friedrich Günther, qui était à l'OFK 670, c'est la bourse de commerce à Lille, que vous connaissez tous. L'OFK 670 était installé là, et Friedrich Günther faisait un peu office de concierge, il aiguillait les gens, il renseignait, il parlait français, et il avait fait ses études de théologie avec certains pasteurs qui étaient nommés dans le nord de la France. Donc les pasteurs étaient ses collègues, et quand il le pouvait, il prévenait ses collègues de l'imminence d'une rafle, et c'est comme ça c'est ce qui explique que certains ont pu fuir et se cacher avant, parce qu'il faut savoir que les rafles, au départ, ont visé essentiellement les hommes. Beaucoup d'hommes sont passés en zone sud pour se protéger et pour organiser l'arrivée des familles. C'est pour ça que beaucoup de femmes et d'enfants ont été arrêtés. Mais donc, il y a eu toute une organisation qui a été mise en place, et grâce aussi au pasteur Friedrich Günther. Et il faut savoir aussi qu'il y a des soldats allemands qui ont été exécutés. Il y en a un qui a été... il n'est pas partie prenante de la rafle, mais c'est un soldat allemand qui a été exécuté à Bondu. Alors, on ne sait pas où à Bondu exactement, mais il y a un autre soldat allemand, un antifasciste. Ça, c'est un aspect que je souhaiterais développer parce que ce n'est pas très connu. Alors, quand les 600 familles, personnes, hommes, femmes, enfants sont arrivés à la gare de Lille-Fives, le patron du café d'en face a dit c'est une rafle, on a l'habitude. Parce que j'ai très souvent lu dans des ouvrages que les cheminots ont improvisé un sauvetage, ils ont été émus par la détresse des familles, ça je le conçois tout à fait. Mais il faut voir que les cheminots qui travaillaient ce jour-là étaient rodés. Et donc, la part d'improvisation, ils ont improvisé, oui, mais ils avaient l'habitude. Alors, il faut voir aussi que notre région, pendant la Première Guerre mondiale, a été occupée et a connu une opération militaire très dure. Il n'y a que 2 décennies qui séparent la Première Guerre de la Seconde. Et il y a une culture de guerre qui a été immédiatement réactivée dès le début de l'occupation allemande dans notre région. Et il y a eu également de la résistance dans notre région. C'est Louise de Bettigny qui est le personnage emblématique. Donc il y a cette culture de guerre qui fait que très vite, les cheminots et d'autres s'organisent. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la gare de Fives, il faut voir où elle est implantée. Elle est implantée
un endroit très industriel, très dense d'un point de vue urbanistique. Et les cheminots, avec les ateliers d'ELEM à côté, sont des gens qui sont syndiqués, qui sont politisés, qui sont organisés, des gens qui savent faire. Et très vite, certains se sont engagés dans la résistance. Alors le personnage le plus intéressant, le plus emblématique, c'est René Douce, qui a été vraiment remarqué par le chef de gare, qui faisait partie du Parti communiste clandestin, qui était très, très organisé. Il y en a d'autres. Alors j'ai relevé des cheminots qui étaient syndiqués, il y en a qui étaient à la SFIO, et surtout, il y a le mouvement Voix du Nord, mouvement clandestin de la Voix du Nord, qui était très très actif dans la gare de Lille-Fives, tout simplement parce que c'était les cheminots qui diffusaient cette feuille clandestine sur tout le réseau ferroviaire de la région Nord. Donc c'était vraiment une base du mouvement Voix du Nord. Et il faut savoir aussi que le mouvement clandestin de la Voix du Nord a pris naissance à Fives. Donc c'est vraiment, on est dans l'épicentre de la résistance, pas résistance armée, mais cette résistance civile, cette résistance sans armes. La Voix du Nord informe. Il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de résistants qui sont dans le mouvement Voix du Nord, mais ils sont également dans d'autres mouvements de résistance. Donc c'est ça qu'il faut savoir pour comprendre comment ces cheminots ont été aussi réactifs pour sauver. Alors, d'après la Voix du Nord elle-même, donc c'est la feuille qui est parue juste après la rafle, il parle de 59 personnes qui ont été sauvées dans la gare. Et il y en a qui ont été sauvés aussi au petit matin. Donc c'est pour ça que j'arrive très facilement à ce chiffre de 600 personnes, cette estimation. Alors ce qu'il faut voir aussi, qu'était partie prenante de cette résistance, de cette action, c'était un certain nombre de groupes qui étaient organisés. Alors je vais les citer très rapidement pour ne pas être trop longue. Donc il y avait le mouvement Voix du Nord, avec l'abbé Charles de Coninck, c'était lui qui était actif dans la gare de Lille-Fives. Il y avait donc le pasteur, mais il y avait également la clinique Ambroise Paré, pas très loin de là. C'était donc deux directrices, c'était une clinique protestante et il y avait un émetteur clandestin pour avoir les informations et répercuter les informations. Donc la clinique Ambroise Paré a été très très active, au premier rang aussi, pour sauver des enfants et d'autres. Et ce qu'il faut voir, alors là j'ouvre une parenthèse, mais je regrette toujours qu'on mette d'un côté les persécutions raciales et de l'autre côté la répression et la résistance. Parce que quand on analyse un peu ce qui s'est passé à la clinique Ambroise Paré, ben, on s'aperçoit que les demoiselles, comme on les appelait, cachaient des aviateurs et cachaient des résistants. Donc il n'y a pas ce clivage entre on sauve les juifs d'un côté et on aide, on cache les résistants de l'autre côté. Ce clivage est complètement artificiel d'après les archives que j'ai trouvées et d'après les témoignages. Alors il y avait donc la clinique Ambroise Paré, il y avait le pasteur Nick qui était juste à côté de la gare de Lille-Fives, et le pasteur Nick c'était également une personnalité, j'ai envie de dire, lumineuse, qui connaissait beaucoup de monde, qui était très connu à Fives, on le connaissait avec son vélo. Ses enfants, ses fils qui étaient dans le Cambrésis ont également hébergé des gens qui ont été sauvés, et il y avait tout le réseau de connaissances. Du côté des catholiques, là, c'est un petit peu plus délicat parce que le cardinal Liénard, lui, était maréchaliste et était beaucoup plus distant. Alors, mais en revanche, quand on regarde au niveau de la base, il y avait l'abbé Stahl qui a été très réactif, qui a caché, on parle d'une cinquantaine de juifs suite à cette rafle. Et l'abbé Stahl était une personnalité issue de la bourgeoisie nordiste qui avait un immense réseau de connaissances et qui a placé des enfants dans des orphelinats, dans des institutions. Bon, je ne vais pas dire que les enfants étaient toujours très très bien traités, c'était, on va dire, des maisons de correction par moment, pour être schématique. C'était des institutions où les enfants étaient menés à la dure.
Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le quartier des délinquants à Los avait été vidé pour devenir le quartier allemand où il y avait les résistants. Donc tous ces jeunes, nous on parle maintenant d'adolescents, mais tous ces jeunes qui étaient délinquants ont été reversés dans des institutions qui étaient très, très bien connues de la Gestapo. Donc on a des témoignages d'enfants qui étaient cachés et qui en gardent un très mauvais souvenir, mais ils ont été cachés et ils ont été sauvés. Donc voilà, à Trélon, il y a au moins une cinquantaine de personnes dans la Vénois qui ont été sauvées un peu avant la rafle, au moment de la rafle et même après, en liaison également avec Paris. Donc il y avait des réseaux protestants, des réseaux catholiques, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cheminots ont été des passeurs, dans le très très bon sens du terme, ont été l'un des maillons du sauvetage, puisque les enfants qui ont été sauvés, les adultes qui ont été sauvés, il fallait les cacher, il fallait les nourrir, il fallait les habiller, il fallait trouver des maisons, il fallait les payer des loyers. Et un comité de sauvetage s'est mis en place grâce à 6 personnes, 3 juifs et 3 non-juifs. Là, on retrouve René Douce, qui a été arrêté en décembre, parce que les réseaux de résistants ont été particulièrement éprouvés en 1942. Et donc là, il y a tout un maillage de terrain qui va se mettre en place, parce qu'il faut les cacher. Il y a des réseaux de solidarité, donc catholiques, protestants, il y a le voisinage, il y a les amis. Et donc, il y a des hasards heureux, mais il y a toute cette résistance à l'occupant, au nazisme, qui se met en place et qui a permis donc de sauver au moins une soixantaine de personnes, plus ceux qui ont été sauvés quand il y a eu d'autres rafles. Donc, c'est pour ça que vraiment j'ai inscrit mes travaux dans la continuité de Jacques Semelin, avec la résistance sans armes et une résistance très efficace, mais qui s'arrangeait pour mettre des grains de sable dans les rouages nazis. Et ça, c'est un aspect qui est beaucoup moins connu. Donc la rafle de 11 septembre 1942 est moins connue, et cet aspect de sauvetage est également moins connu, mais tout doucement, il y a un travail de mémoire qui se fait. Mais ça, c'est une autre partie de la conférence. Alors le numéro est bien rodé, je reprends la parole pour évoquer maintenant la persécution après 1942. Ça va ? Donc, selon les archives qui sont disponibles, et notamment les archives de Malines, environ 90% des Juifs qui ont été arrêtés dans le Nord-Pas-de-Calais l'ont été lors de la rafle du 11 septembre 1942. Ce qui veut donc dire que si cette rafle est de très loin la plus importante, elle n'est pas la seule opération qui a été organisée, puisqu'il y a eu des arrestations avant le 11 septembre 1942, de petits groupes. On a par exemple au mois de juillet un petit groupe d'hommes qui se rassemblent à Lille pour tenter de franchir la ligne de démarcation et pour se rendre en zone sud. Et finalement, ils sont dénoncés, emmenés à Malines et déportés à Auschwitz par le premier convoi du 4 août 1942. On a également des arrestations qui ont eu lieu après le 11 septembre 1942. D'ailleurs, des arrestations parfois qui sont très tardives. J'ai en tête l'exemple d'Hupman Meyer qui a été arrêté à Cambrai en juillet 1944, où il avait trouvé refuge avec sa famille fin 1942. Ils étaient installés dans le secteur de Dunkerque et finalement, il est arrêté en juillet 1944 et déporté depuis Malines à Auschwitz par le dernier convoi, le convoi numéro 26, le 31 juillet 1944, et il meurt en déportation. Et il y a aussi une autre rafle dont a parlé Monique, c'est la rafle du 28 octobre 1943, qui est moins connue que la rafle du 11 septembre 1942. Cette rafle, elle se déroule essentiellement à Lille et dans les environs, et c'est une rafle qui est particulière dans la mesure où sont visés les Juifs de nationalité d'un pays neutre ou allié de l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que sont ciblés les Juifs de nationalité italienne, hongroise, turque, en tout cas en théorie, parce que c'est ce que j'ai pu notamment observer moi dans le cadre de ma thèse de doctorat, c'est que si théoriquement ce sont ces catégories de Juifs qui sont ciblées, en réalité
c'est la qualité de juif qui va prévaloir, et peu importe au final la nationalité. On a évoqué tout à l'heure Lili Léniel. Lili est arrêtée avec toute sa famille à Roubaix. Lili était de nationalité française, et on voit bien que la nationalité n'a absolument joué aucun rôle dans son parcours de persécution. C'est le cas également pour d'autres personnes, c'est ce que j'ai pu moi observer. C'est le cas par exemple de Simone Séguriani. Son père était à Lili d'origine hongroise, mais naturalisé également, donc bon français. Voilà, je ferme la parenthèse, mais donc cette opération du 28 octobre 1943, c'est 22 juifs qui sont arrêtés à Lille, emmenés à Malines, et de par cette situation particulière, de par leur nationalité, ils bénéficient d'un traitement particulier. Ils ne sont pas déportés à Auschwitz comme l'immense majorité des juifs qui sont déportés de Malines, mais ils sont déportés vers les camps de concentration de Buchenwald et Ravensbrück par le convoi Z du 13 décembre 1943. Un convoi qui rassemble 132 personnes, hommes, femmes et enfants, et sur ces 132 personnes, 72 ont survécu. Donc un taux de survie qui est quand même largement supérieur aux autres convois partis de Malines, pour les raisons que je viens d'évoquer. Ça, c'est pour la situation dans le Nord-Pas-de-Calais, mais je vous ai dit tout à l'heure que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a le littoral, et que le littoral, c'est une zone tout à fait particulière. Et donc, il faut que j'évoque ici, en quelques minutes, le rôle joué par l'organisation TOD. On est donc à la fin de l'année 1941. L'organisation TOD est chargée de construire les fortifications, ces célèbres murs de l'Atlantique. Pour cela, une main-d'œuvre est nécessaire, donc on fait appel côté belge, puisque les départements dépendent du commandement militaire allemand de Bruxelles. On fait appel au service de travail obligatoire en Belgique, mais ça ne suffit pas. Et donc finalement, il y a une ordonnance qui date de mars 1942, une ordonnance relative à l'emploi des Juifs en Belgique, mais aussi dans le nord de la France. Et donc à partir du mois de juin 1942 jusqu'au mois de septembre, on a 2252 travailleurs forcés juifs qui sont dirigés en convois successifs sur ces chantiers de l'organisation TOD, où ils sont internés dans des camps juifs. Sans oublier un de ces camps de l'organisation TOD qui se trouve en Ardennes, c'est le camp des Masures. Il y avait près de 300 juifs venus de Belgique également qui y sont internés. Alors, cette population est exploitée, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, ils subissent les mauvais traitements, et on est donc au cours de l'été 1942, c'est-à-dire à un moment où les nazis ont déjà commencé à mettre en œuvre ce qu'ils appellent la solution finale, et là on voit une tension apparaître entre deux politiques nazies différentes. On a d'un côté la volonté d'exploiter cette manœuvre face à la politique d'assassinat, d'élimination systématique. Et bien malgré les impératifs militaires et les besoins de cette manœuvre, la priorité va être donnée à la politique d'assassinat, puisque à la fin du mois d'octobre, 1685 travailleurs forcés juifs sont emmenés de ces camps vers Malines pour être déportés par les transports. Côté belge, on ne parle pas de convoi, on dit transport 14, 15, puis 16 et 17 de la fin du mois d'octobre 1942. Ce qui montre donc que la solution finale a été mise en œuvre à Lens, à Lille, et d'ailleurs on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il y a des familles qui ont été arrêtées dans d'autres villes lors de la rafle en septembre, mais c'est un élément qui est également important. Il faut souligner que la solution finale a été également mise en œuvre dans la zone côtière du Nord-Pas-de-Calais, puisque ces hommes, c'était des hommes qui venaient de Belgique, mais qui n'avaient, pour l'immense majorité d'entre eux, qui n'avaient pas la nationalité belge, c'était donc des étrangers. Et donc la solution finale a été également mise en œuvre dans la zone littorale. Ces camps ont servi d'une certaine façon d'antichambre. D'ailleurs, le lycée Mariette, que certains d'entre vous connaissent peut-être à Boulogne, a été, durant cette période, un centre d'internement pour des travailleurs juifs. Alors après octobre 42, cette main-d'œuvre a quasiment complètement disparu, pourtant les camps continuent plus ou moins de fonctionner.
Il va y avoir encore des arrestations. Moi, j'en ai dénombré encore plus de 200 entre le début de l'année 1943 et la libération. Et puis surtout, en mai 1944, lorsque les Allemands décident d'évacuer l'île anglo-normande d'Aurigny, face à l'avancée des troupes alliées, les 650 prisonniers de cette île anglo-normande d'Aurigny sont envoyés vers les camps du littoral. D'ailleurs, 150 se retrouveront à Mariette, les plus faibles d'entre eux. Et il va falloir, parce que là le temps tourne, mais donc attendre l'arrivée des Canadiens et des troupes alliées pour libérer la plupart de ces travailleurs forcés. Donc, là aussi, il y a, c'est vrai, la rafle du 11 septembre 1942, mais n'oublions pas la rafle du 28 octobre 1943 et n'oublions pas non plus l'histoire des camps de l'organisation TOT du littoral. Et donc avec la libération, évidemment, vient le temps des épreuves du retour, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc là, je crois qu'on va aborder la mémoire, et notamment la construction de la mémoire de la Shoah à Lille. Bon, alors là, j'improvise, je remplace Daniel. Voilà. Oui. Alors, simplement, oui, la construction de la mémoire. Alors, on parle toujours de devoir de mémoire. C'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Je préfère qu'on parle de travail de mémoire. Puisque c'est une construction, et les enseignants le savent, on construit les savoirs. Ce n'est pas l'enseignant qui apporte le savoir, on construit les savoirs. Alors, la question qui se pose, qui a parlé le premier de la rafle du 11 septembre 1942 ? En fait, quand on reprend les articles de journaux, quand on discute avec les témoins, on s'aperçoit que ceux qui ont été sauvés ont parlé quand même assez tôt. Et là, je reprends les notes de Daniel. C'est dans les années 70. On a commencé à en parler. Bon, l'historiographie pourrait permettre d'expliquer pourquoi, pendant les années 70, plus particulièrement, les témoins se sont mis à en parler. Mais notamment, il y a eu Edgar Lézère, lors d'un colloque en 1978 à l'île 3, où il a témoigné. Et il a témoigné pour son père. Lui, Edgar est un enfant caché, mais son père Léon fait partie de ceux qui étaient à la tête du comité de sauvetage et qui ont créé le comité de sauvetage. Et quand on regarde la liste de ce comité, bon, il y a une liste manuscrite, il y a au moins 150 personnes qui ont été cachées. Et les témoins ont parlé. Il y a David Bugaski aussi qui a parlé. Et il y en a d'autres. Il y a Maurice Blanc, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de témoins qui se sont mis à parler. Et c'est surtout Daniel Delmer. Vraiment, je lui rends hommage. Parce que c'est la première qui a fait ce travail depuis les années 70 sur les communautés juives septentrionales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les archives n'étaient pas ouvertes. Il fallait des dérogations, il y avait des bandes rouges sur les boîtes d'archives. On ne pouvait pas consulter les archives comme on voulait. Et donc Daniel, dans sa thèse, s'est arrêté à la Première Guerre mondiale parce qu'elle ne pouvait pas aller dans les archives. Les archives sont ouvertes depuis 2005 à tous les chercheurs et les archives judiciaires depuis 2015. Donc là, les témoins ont parlé, mais il n'y avait pas cette base d'archives pour confronter à la fois les témoignages et les archives. Et je sais que Daniel Delmer a utilisé beaucoup les archives en Belgique, qui étaient ouvertes beaucoup plus vite, les archives aussi à Yad Vashem en Israël, aux États-Unis aussi. Et donc, vraiment, cette construction, ce travail de mémoire, cette construction date vraiment des années 70, où il y a eu les témoins. Et maintenant, depuis les années 2000, on peut vraiment confronter les archives avec les témoignages. Et les témoins aussi sont dans l'urgence. C'est Annette Vivorka qui a parlé de l'ère du témoin qui s'achève, c'est vrai, ça on le constate. Lily n'est plus toute jeune, Lily est infatigable, elle va beaucoup dans les établissements scolaires. Mais là aussi, on est dans l'urgence du témoignage. Alors, ce qui fait que il y a maintenant énormément de publications. Il y a aussi les révisionnistes, les négationnistes, et ça a été un coup d'aiguillon énorme pour les témoins qui sont sentis plus que blessés
quand ils ont entendu les discours de Forisson et des autres. Et là, ceux qui s'étaient tus, parce que les témoins, les déportés ne parlaient pas facilement, ça on sait. Il y a ceux qui ont parlé, mais c'est très difficile de parler de l'expérience concentrationnaire. Mais là, il y a eu un aiguillon, et les témoins se sont mis à parler, à témoigner et aller dans les établissements scolaires. Et nous, historiens, on se rend compte finalement que nous devenons les témoins des témoins. Et ça aussi, c'est un autre aiguillon intéressant pour nos travaux de recherche. Je vais passer la parole à vous. Merci. Alors, pour ma part, je vais évoquer avec vous en quelques minutes la fabrique de la mémoire de la Shoah à Lens. Donc, la mémoire de la Shoah dans le Nord-Pas-de-Calais, comme dans le reste de la France d'ailleurs, c'est une mémoire qui est protéiforme, en construction, qui s'appuie sur des cérémonies commémoratives, des monuments, des plaques, des manifestations publiques, des œuvres, des travaux également, des témoignages qui nourrissent des représentations qui sont sans cesse en mouvement dans la mémoire collective. Cette mémoire, elle est influencée notamment par les travaux des historiens, et parfois des tensions entre l'histoire et la mémoire, des confrontations, et le cas en cela est très intéressant. Alors, les historiens de la mémoire de la Shoah, on peut les citer, Olivier Lalieu, François Azoulay, Simon Perregaux, pour ne citer que la nouvelle génération, mais j'en citerai d'autres dans un instant, ont montré que cette mémoire de la Shoah, contrairement à une idée répandue, eh bien, elle n'apparaît pas dans les années 60-70 subitement. Elle débute au moment même où les faits se déroulent. On peut penser évidemment à Emmanuel Ringelblum et au ghetto de Varsovie, avec son groupe Oneg Shabbat. On peut penser évidemment aussi à Isaac Schneerson, le fondateur du Centre de documentation juive contemporaine, créé en 1943, qui forme autour de lui une équipe pour justement rassembler les documents, les traces, les preuves, pour pouvoir justement entretenir cette mémoire et écrire cette histoire. Et dès la Libération, ça c'est ce que notamment a montré Simon Perregaux dans sa thèse de doctorat consacrée justement aux commémorations dans la région parisienne de la fin de la guerre jusqu'au début des années 60, eh bien, le consistoire honore la mémoire des victimes en organisant des cérémonies commémoratives sur le site du camp de Drancy, en érigeant un monument au sein de la synagogue de la rue de la Victoire, un monument qui a été inauguré en 1949 par le président de la République de l'époque, Vincent Auriol. Cependant, et ça ce sont les travaux d'Annette Viviorca qui l'avaient montré, cette mémoire, eh bien, elle subit la domination de la mémoire de la déportation résistante et la vision globalisante de la déportation qu'elle diffuse. Alors à Lens, la mémoire de la Shoah, eh bien, on retrouve là une chronologie assez comparable. Elle se construit dès la fin de la guerre, puisque en mars 1946, on a une section locale d'engagés volontaires, de l'Union des engagés volontaires anciens combattants juifs, qui rassemble environ une vingtaine de membres. On a des associations d'entraide juive, et on a la communauté religieuse, qui avait été créée en 1926 et qui se reforme dès la première moitié de l'année 1945, qui organise la première commémoration de la RAF en septembre 1945. Salle Gabilly. Environ 120 personnes étaient présentes. Dès 1945, la RAF du 11 septembre est commémorée à Lens. 10 ans plus tard, la communauté juive, la communauté religieuse, va acquérir la synagogue de la rue Casimir-Meunier, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et on trouve à l'intérieur de cette synagogue une immense plaque de marbre. On voit la photo ici qui est projetée à droite. Cette plaque de marbre, eh bien, elle a été apposée à la fin des années 50, au début des années 60, et sur cette plaque ont été gravés 462 noms. C'est-à-dire que le premier groupe, la première collectivité, la première institution à avoir voulu honorer la mémoire des victimes, ce sont les Juifs eux-mêmes et c'est la communauté juive. Et cette liste, elle a été établie à partir des informations qui ont été fournies par les familles de victimes. On est donc au début des années 60 et en 1965, il y a une demande émanant des autorités locales à l'occasion 1965, c'est le 20e anniversaire de la fin de la guerre et de l'ouverture des camps.
la communauté juive de Lens, elle est sollicitée pour communiquer une liste de victimes. Et donc, on s'appuie sur la plaque qui est existante et on va également compléter cette liste avec d'autres noms. Et au final, une liste comportant 528 noms a été établie. Donc on retrouve peu ou prou les noms de la plaque de la synagogue de Lens et une liste complémentaire des noms. Et donc ce qu'ont fait Nicolas Mariot et Claire Dac, mener donc un solide travail pour reconstituer le parcours et essayer justement de comprendre ce décalage. Et ils se sont aperçus qu'il y avait par exemple des doublons. Que la plupart de ceux qui ont été ajoutés sont des personnes qui ont été arrêtées dans le Nord ou en Belgique, mais qui ne sont pas nées ou qui n'ont pas été arrêtées à Lens, ou qui n'avaient pas forcément de lien direct avec la ville de Lens. Donc, il y a des points d'interrogation que ces historiens n'ont pas pu, des questions auxquelles ces historiens n'ont pas pu répondre. Des individus dont les noms sont cités et pour lesquels ils n'ont retrouvé aucune trace dans les archives, que ce soit dans les listes de déportation de convois côté français ou côté belge, et c'est la raison pour laquelle, finalement, Nicolas Mariot et Claire Dac se sont arrêtés à un total de 467 noms pour les arrestations de déportation de leur groupe. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, pour faire simple, pour faire clair, ce sont des personnes qui ont pu être identifiées au moins une fois dans un des fonds d'archives qui a été consulté, qui donc a pu être enregistré dans leur base de données. Et donc, la question qu'on peut se poser ici, c'est comment ce chiffre de 528 a fini quand même par s'imposer dans la mémoire collective. À la fin des années 70, sollicité par les associations de mémoire de déportés, la mairie de Lens accepte d'attribuer à une rue du centre-ville le nom de rue des 528 déportés juifs. C'est-à-dire que donc ce nombre qui avait été avancé en 1965 est repris à cette occasion-là, et donc une rue est baptisée rue des 528 juifs. Et cette liste, elle va être publiée dans la revue Goeria en 1990. Alors c'est là où ça va encore se compliquer un petit peu, c'est qu'il y a une confusion entre ce nombre de 528 qui est censé donc correspondre au nombre total de victimes lensoises de la Shoah, quel que soit le lieu de leur arrestation et quelle que soit la période, c'est-à-dire donc tous ceux qu'on pourrait rassembler derrière cette expression les Juifs de Lens qui ont été arrêtés pendant l'occupation. Et donc il va y avoir une confusion entre ce nombre de 528 qui avait été avancé, qui s'est imposé dans la mémoire collective, et le nombre de victimes lensoises de la RAF. Et cette confusion va être entretenue, involontairement bien évidemment, mais par le travail de mémoire. Lorsque par exemple en 2002, 2 plaques vont être dévoilées à Lens, l'initiative d'associations de mémoire, notamment celle de Serre-Carcel, mais il y a la plaque qui était située au rond-point Von Pell, au monument aux morts, c'est l'ancienne plaque, celle que vous voyez ici en haut à gauche, où vous voyez qu'on reprend le nombre de 528 juifs, mais cette fois-ci non plus arrêtés et déportés pendant l'occupation, mais déportés le 11 septembre 1942. Et on retrouve aussi cette confusion sur la plaque qui est située sur le quai de la gare de Lens. Donc, l'année dernière, grâce aux travaux de Nicolas Mariot et Claire Dac, je cite beaucoup ce travail, mais qui est vraiment la référence au niveau de l'histoire des Juifs dans le Nord-Pas-de-Calais. Claire Dac ayant été ma directrice de thèse, j'ai tout intérêt à continuer à citer ses travaux, même si aujourd'hui il n'a plus autorité sur moi, mais je ne voudrais pas me faire tirer les oreilles. Mais donc, grâce au travail de ces historiens et surtout à l'initiative du mémorial de la Shoah et avec ce partenariat qui existe avec la municipalité de Lens, eh bien, une nouvelle plaque a été dévoilée au rond-point Von Pell. Vous voyez, c'est la plaque qui est ici en bas à gauche, avec donc un texte qui désormais s'appuie sur le travail des historiens pour justement faire en sorte que ce travail de mémoire puisse rester fiable et crédible. Et en cela, eh bien, ça impose
effectivement que ce travail de mémoire eh bien, soit confronté au travail d'histoire. Alors on m'avait demandé d'évoquer l'émission du mémorial. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je voudrais quand même donner la parole? Pardon? Là, c'est la transmission de la mémoire. La transmission. Oui, donc là moi, j'ai présenté rapidement la construction de la mémoire de la Shoah à Lens. Puis je pense qu'on pourrait donner la parole peut-être à Martine Benoît, si vous souhaitez intervenir maintenant, avant peut-être que j'évoque très rapidement les missions du mémorial dans la région. Merci. Moi, je voudrais, donc je suis enseignante à l'Université de Lille, et puis donc parler du rôle de l'université. On a des historiens qui sont passés par l'université, par une thèse, du rôle de l'université, de l'enseignement et de la recherche dans ce travail à la fois d'histoire et de mémoire. Et par rapport aussi peut-être à ce qui a été dit par nos hôtes, où il est beaucoup, et c'est quelque chose que je comprends très bien, question d'émotion, on est touché quand on vient présenter cette thématique. Et il y a eu un grand livre là, qui est paru de Yanis Roder, qui s'appelle « Sortir de l'art victimaire », et qui nous fait comprendre que, en tout cas pour ce qui est de l'enseignement, il faut en revenir en fait à ce que Georges Bensoussan nomme une historicisation de la Shoah et de manière générale de l'histoire juive, parce qu'en fait nos jeunes gens, et là moi je parle aussi de mes étudiants, il est important qu'on leur fasse comprendre comment parler aujourd'hui de quelque chose qui pour eux s'est passé quand même il y a longtemps, dans une époque où il faut aussi leur expliquer beaucoup de choses. Il faut leur faire comprendre pourquoi en fait on parle d'aujourd'hui. Et comment, par exemple, un État moderne, aussi moderne que l'État allemand, avec un peuple cultivé, a pu décider et puis faire accepter l'élimination d'une partie de la population et basculer dans l'acceptation d'une violence organisée. Quels sont les ressorts à la fois politiques, sociétaux et psychologiques de l'antisémitisme. Et ça, ce sont des choses qu'il faut mettre en place et pour leur faire comprendre, par exemple, ce qu'est l'accoutumance à la violence, ce qu'est le pouvoir de la croyance, ce qu'est la propension à obéir, mais aussi, et c'est très important, je trouve, à désobéir. Tout à l'heure, il était question de lutter contre la violence. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais insister. Et puis, une autre chose, c'est il y a eu une très belle émission, deux très belles émissions de Talmudique où Dominique Bourrel était invité. Alors moi, je suis germaniste, donc je parle beaucoup d'Allemagne. Et Dominique Bourrel, qui est un des grands historiens de Berlin, rappelait que quand il était professeur invité en Allemagne, il rappelait toujours à ses étudiants qu'il n'y avait pas que des juifs morts, qu'on pouvait aussi parler qu'il fallait aussi parler, pas uniquement de la Shoah, mais mettre ce moment dans un contexte historique et parler aussi, vous savez qu'à Berlin, il y a un renouveau de la présence juive très forte, dont Dominique Bourrel insistait beaucoup. On essaye donc aussi d'avoir un enseignement sur l'histoire spécifique de la Shoah, mais aussi sur l'histoire juive. Je sais qu'il y a un effort qui a été fait également par nos collègues d'histoire-géographie dans le secondaire, où on essaye de pas uniquement parler de l'affaire Dreyfus et de la Shoah. Alors, en tant que journaliste, par exemple, on a mis au programme de l'agrégation, qui est un programme important,
pendant 2 ans le thème de l'histoire des Juifs et des Juifs d'Allemagne de 1867 à 1933, aussi pour parler de l'importance de la culture juive en Allemagne. À l'université, il n'y a pas que les historiens qui sensibilisent les étudiants à l'histoire juive et évidemment cette histoire très importante qu'on aborde ici, l'histoire de la Shoah, qui est aussi mon thème de recherche. On l'aborde aussi en lettres, en littérature. Il y a des collègues qui ont créé par exemple un séminaire à l'université de Lille sur le thème écrivain et artistes juifs. On est nombreux à participer à ce séminaire. Donc ça, c'était une des premières choses sur lesquelles je voulais insister. Je voulais insister aussi sur l'importance de la formation des maîtres. Il y a un travail très important qui est fait, alors je parle ici du Nord, puisque la soirée est dédiée aussi à ce travail de mémoire, pas seulement d'histoire, mais de mémoire dans le Nord. L'Institut, qui maintenant s'appelle l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, donc l'INSPE, qui s'appelait avant l'INSPE, qui s'appelait avant l'UFM, bref, l'école normale, l'ancienne école normale, les lieux de formation des maîtres. On a un travail très engagé autour de l'enseignement de la Shoah à l'école, avec le mémorial qui est invité assez fréquemment. Il y a eu une journée, le 8 janvier 2020, de formation pour les futurs enseignants. Comment on enseigne la Shoah à l'école. Quand l'INSPE dit l'école, c'est de manière générale dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire. À côté de l'enseignement à l'université, il y a la recherche. Yuval a eu la gentillesse de me présenter comme directrice adjointe d'un réseau de recherche qui s'est formé, là, il n'y a pas très longtemps, qui est un réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, qui a l'ambition de repenser, d'essayer de repenser une manière de réfléchir et de combattre le racisme, l'antisémitisme et aussi toutes les formes d'identitarisme. On a réussi à fédérer 7 universités pour le moment, donc à travers toute la France. C'est une structure fédérative très vaste. On travaille avec le mémorial de la Shoah. C'est la première fois que le mémorial a fait une convention avec une université. Et on travaille aussi avec des associations comme l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, ou la LICRA, et évidemment aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, je sais que Yuval souhaitait que j'en parle, donc je vais l'aborder. L'antisémitisme est une actualité intemporelle. L'université n'est pas épargnée par des incidents. L'UEJF questionne tout le monde, puisque vous avez de manière assez récurrente vos locaux qui sont plus ou moins saccagés, je vais le mettre, j'avais essayé de trouver un terme détérioré, saccagés. Il y a des qui sont vraiment saccagés, donc, sauf erreur de ma part, le dernier c'était en avril de l'année dernière, à Paris-Dauphine. Il y a des colloques qui, entre-temps, sont perturbés. Vous savez qu'il y a eu un colloque à l'EHESS en février 2019 sur l'histoire de la Shoah en Pologne. Il y a des nationalistes polonais qui ont essayé d'empêcher ce colloque de se tenir. Il y a eu des incidents qui ont touché des étudiantes, plutôt des étudiantes d'ailleurs, notamment en faculté de médecine. Il y a apparemment quelque chose là qui questionne sur ce qui se passe en faculté de médecine, où il y a des étudiantes, plutôt des étudiantes d'ailleurs, qui sont l'objet d'harcèlement, de véritable harcèlement antisémite. Vous savez qu'ici, à l'université de Lille, il y a eu en mars 2018, excusez-moi, un festival d'étudiants qui s'appelait Escale en Israël,
devait avoir lieu autour d'ateliers, de cuisine israélienne, une exposition. C'était dans le contexte d'une saison croisée France-Israël qui avait été organisée par l'Institut français. Vous voyez, quelque chose de très culturel. Et ce rendez-vous culturel a dû être annulé par la présidence de l'université, qui a eu peur qu'il y ait des incidents graves lors de ce festival. Alors, moi, j'essaye d'être dans le combat et d'être optimiste. Peu de temps après, en mars 2019, nous sommes plusieurs à avoir écrit une tribune et nous avons réussi à entraîner 10 présidents d'universités du Grand Est et des Hauts-de-France qui ont co-signé cette tribune pour dénoncer justement l'antisémitisme dans l'espace public. Et je vous cite juste une phrase: nous ne pourrons tolérer au sein de nos établissements des discours racistes, antisémites et discriminatoires. Donc, on essaye de faire en sorte que l'université se mobilise avec ses moyens d'enseignement, de recherche, et puis parfois aussi des moyens plus combatifs, comme des tribunes ou des prises de position des présidents. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Il y a aussi l'action contre le négationnisme menée par l'UJF. Je pense notamment récemment au tractage pendant le cours de Elie Adem, qui est membre de l'Action française, négationniste, qui soutient les théories de Charles Maurras. Et on ne peut pas accepter que de tels enseignants soient enseignants dans les universités aujourd'hui. Maintenant, pour rebondir sur ce que vous avez dit un peu tous les trois, on s'interroge beaucoup sur la manière de transmettre la mémoire de la Shoah. Donc, lors de nos universités d'été avec l'UJF national, nous avons rencontré Alain Chouraki, qui est le directeur du musée mémorial du Camp des Milles avec lequel la mairie de Lille travaille énormément. Et on l'a questionné sur le risque de la montée du négationnisme avec la disparition des dernières libertés. Et lui n'est pas si inquiet que ça de ce risque, alors que l'on voit déjà une montée du négationnisme depuis des années sans précédent. Selon lui, les lieux de mémoire que doivent représenter le Camp des Milles, ou les plaques, ou les autres mémoriaux partout dans le monde, suffisent à transmettre cette mémoire. À l'heure où les théories plus ou moins douteuses, plutôt plus que moins d'ailleurs, vis-à-vis du révisionnisme de l'histoire, que pensez-vous que l'on doive ajouter à ces lieux de mémoire, ou est-ce que les lieux de mémoire suffisent? Moi, je peux juste peut-être intervenir très vite sur l'enseignement. Moi, j'y crois vraiment. Je vois bien que des étudiants qui sont passés dans le cours, qu'on a sensibilisés à des choses qui peuvent être très larges, à travers le temps, et évidemment aussi très spécifiquement la Shoah, sont des relais forts ensuite. Et là, je pense spécifiquement aussi à ces étudiants qui deviennent enseignants et qui ont cette sensibilité forte. Je ne serais peut-être pas aussi optimiste que M. Chouraki. Je pense que. Mais il faut être très proactif. Alors le mémorial, justement, lui, assume cette double mission, c'est-à-dire à la fois honorer la mémoire des victimes, parce que le mémorial, c'est d'abord et avant tout un lieu de mémoire, un lieu de recueil pour les familles de victimes. C'était le mémorial du martyr juif inconnu, devenu mémorial de la Shoah. Mais c'est aussi le mémorial un lieu d'éducation. Et donc, les actions qui sont développées par le mémorial, notamment à destination des jeunes, c'est d'abord et avant tout un travail d'histoire, un travail de réflexion, une approche historique de ces questions, et un travail qui peut évidemment
accompagné d'un travail de mémoire qui prendra alors tout son sens. Et le mémorial a également pris conscience de la recrudescence des actes antisémites et a adopté également son offre pédagogique. Il y a par exemple des ateliers qui sont animés au mémorial et depuis maintenant quelques temps une volonté de proposer ces ateliers-là hors les murs, des ateliers pédagogiques du mémorial de la Shoah, où des thématiques sont abordées avec les élèves qui sont des thématiques beaucoup plus larges que celles de l'antisémitisme nazi et de la destruction des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des sujets tels que la désinformation via les réseaux sociaux, les théories du complot. Voilà, ce sont la lutte contre les discriminations, l'antisémitisme aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a cette volonté du mémorial de diversifier un petit peu pour tenir compte justement de cette évolution. Mais voilà, le travail n'est pas facile. Les bonnes volontés sont là. Et puis, c'est vrai que le discours, parfois, peut sembler alarmiste, inquiétant, lorsque on se rend compte que depuis maintenant 20 ou 30 ans, l'enseignement de la Shoah n'a probablement jamais été de cette qualité-là, puisque les enseignants sont de mieux en mieux formés et le mémorial agit de plus en plus. Dans les conventions qui sont signées, vers de M. Stéphane Henry, IPR, d'histoire-géographie, référent mémoire et citoyenneté, la convention a été signée par Madame la rectrice et le directeur du mémorial Jacques Frege en 2019. Et donc cette convention vise vraiment à renforcer et pérenniser le partenariat qui est déjà établi de l'élève, d'avoir les connaissances nécessaires pour ensuite appréhender dans une démarche civique le travail de mémoire. Et je pense que c'est vraiment important d'insister sur ça. Le travail de mémoire ne peut prendre de sens qu'à partir du moment où il est précédé d'un solide devoir d'histoire. Il faut relire Antoine Prost, Paul Ricoeur, qui avait évidemment beaucoup écrit sur ce sujet au moment où l'expression devoir de mémoire avait été popularisée et utilisée dans les années 90 et au début des années 2000. Voilà. Et donc, le mémorial essaie de diversifier son offre et répond aussi, dans la mesure du possible, aux sollicitations. Est-ce que cela suffit pour faire disparaître l'antisémitisme? Je pense qu'il faut quand même penser que l'antisémitisme, comme tout phénomène historique, a un début, et on peut tous espérer, c'est peut-être un peu pieux, mais que ce phénomène historique aura, comme beaucoup de phénomènes, une fin. Et donc après, à nous de tout mettre en œuvre pour essayer justement, en tout cas, d'y parvenir. C'est un travail ambitieux, de longue haleine, mais soyons optimistes. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Si vous pouvez lever. Je me présente en tant que petite fille et fille de l'Ansois juif. D'abord, je voudrais tous vous remercier pour le travail que vous faites. Je pense qu'il y a une importance extrême. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, mais vous l'êtes. Tous les quatre. Et moi, je tenais à vous remercier pour votre militantisme. Et je crois que c'est là-dessus que repose notre avenir. Je voulais aussi rendre hommage à Madame Delmer. Il s'avère que lorsque je vais souvent en Israël, je vais à Yad Vashem, où que je sois, et que je prononce le mot lance ou ville, en général, ah oui, Madame Delmer. Voilà. Je voulais ajouter une toute petite chose, puisqu'on est dans la mémoire. Moi, j'ai la mémoire de Lens après la guerre. Alors, je peux me permettre de vous dire que d'abord, la maison de mon grand-père est la synagogue de Lens. Je tiens à vous dire que Lens a été une ville après la guerre, heureuse entre les Juifs, les Polonais, les Italiens, des gens qui avaient subi une extermination, une déportation, sont revenus à Lens avec le respect de la France
mettaient le drapeau français le 14 juillet aux fenêtres et ils ont été très heureux. Et j'aimerais bien que cela puisse continuer. Je vous en prie. Bonjour, je voudrais juste je voudrais savoir le travail de la mémoire du mémorial. Est-ce que vous pouvez d'abord, en même temps qu'il a déjà démarré ce travail au niveau des non-juifs, on va dire, moi j'ai eu la chance de suivre le programme au mémorial, donc j'ai consacré une journée par mois pendant 1 an. Donc j'étais avec des enseignants, donc j'ai vu certains qui étaient motivés et d'autres qui se sont inscrits parce que c'était dans le programme, donc c'était un peu décevant. Et la qualité du programme et la perspective qui est donnée est extraordinaire. Moi j'ai peut-être mis 1 an à digérer ça. Alors heureusement moi je suis moitié ashkénaze, moitié séfarade, donc il y a une partie de moi-même, une moitié qui a été, c'était très douloureux, mais je me sentais obligée de faire ce travail-là pour ne pas transmettre le traumatisme à mes enfants. Donc moi je trouve qu'il y a un travail à faire au sein de toutes les communautés. Parce que moi je suis sortie du discours victimaire, parce qu'en fait il faut sortir d'un certain égocentrisme. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, parce que je pense que tout le monde a côtoyé les différents degrés de méconnaissance, voilà, ou de mauvaise gestion de leurs propres émotions et de non-connaissance de visions, de perspectives différentes. Et moi, je suis un peu optimiste comme vous, mais il faut que tout le monde s'y mette, à mon avis. Il faut vraiment qu'il y ait d'autres perspectives qui soient prises. Et je pense qu'il faut faire un travail avec les journalistes et les politiques, parce que parfois il y en a qui... Enfin, le vocabulaire qui est utilisé peut malheureusement être contre-productif. Donc voilà, moi je suis très critique avec trop de médiatisation, toujours la même approche, ça ne fait que renforcer les choses. Et je trouve ça très très dommageable. Donc je remercie tous les non-juifs de contribuer, d'aider, et je pense qu'il faut beaucoup les écouter, et il faut voir tous les autres génocides qui ont eu lieu, et je pense qu'il faut malheureusement avoir peut-être pas qu'une approche historienne, mais anthropologique, et une approche systémique, et puis voilà. Faire des groupes de parole avec le fait d'avoir des approches différentes, mais là on peut construire quelque chose de très intéressant parce qu'on a tous des limitations dans nos connaissances et des personnes qui ont le courage d'avoir lu, d'avoir été à fond dans certaines choses, et on n'est pas égaux face à la compréhension de la Shoah. En tout cas, d'abord il faut comprendre la Shoah, à mon avis, avant de faire le travail de mémoire. Mais il faut développer une sécurité intérieure, il faut faire très attention à sa santé, parce que c'est